Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième webinaire organisé par le labo avec ses partenaires. Donc aujourd'hui, en l'occurrence, INPI. Donc voilà, bienvenue. Comme vous pouvez le voir, nous aussi, on s'est adapté aussi au confinement en vous proposant des services qui sont entièrement en ligne désormais. Pour ceux qui connaissent ce format, il s'assimile un petit peu à ce qu'on faisait déjà en physique au labo. Ça s'appelait les ateliers de sensibilisation. Donc, je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion d'y participer, mais c'est un petit peu le même format. 1 heure d'intervention, donc là un petit peu moins, il y aura 3/4 d'heure d'intervention. Aujourd'hui, c'est Pénélope Couture, qui est juriste et chargée d'affaires en propriété intellectuelle, qui va nous présenter les 5 réflexes de la propriété intellectuelle. Et Patrice Frutos, qui est délégué régional à l'INPI Centre-Val de Loire, qui est également présent, qui nous entend mais qui ne peut pas parler. Mais il pourra répondre à vos questions directement dans le chat si vous en avez et pendant l'intervention de Pénélope. Et si vous voulez prendre rendez-vous un peu plus personnel avec eux, soit avec Pénélope, soit avec Patrice, n'hésitez pas. On vous donnera tout ce qu'il faut pour prendre des rendez-vous avec eux. Voilà, je te laisse la parole. Merci à Léo et à toute l'équipe de nous accueillir pour ce webinaire. Donc aujourd'hui, on est là pour parler des 5 réflexes de propriété intellectuelle avec Patrice, donc qui va nous suivre également au niveau du chat. L'idée, c'est de refaire d'abord un petit point sur ce qu'est la propriété intellectuelle et de voir pourquoi il faut s'y intéresser et développer une culture propriété intellectuelle au sein de l'entreprise et aussi avec toutes les équipes d'une entreprise. Après, on passera à un niveau un peu plus micro avec la propriété intellectuelle en pratique au niveau d'un projet. Donc vraiment se placer propriété intellectuelle dans un processus d'innovation. Et on terminera sur l'accompagnement de l'INPI, parce que je pense que beaucoup d'entre vous nous connaissent comme administration d'examen des demandes de brevets, marques, dessins et modèles. Et il s'avère qu'on a aussi une seconde mission qui est celle d'accompagner les petites structures dans leur stratégie de propriété intellectuelle sur le long terme et de manière gratuite. Donc l'idée, ce sera aussi de vous présenter un peu ce qu'on peut vous proposer à ce niveau-là. Je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet, donc avec la propriété intellectuelle. Cette propriété intellectuelle, en fait, quand on discute avec n'importe qui, on peut parler indifféremment de propriété intellectuelle comme de propriété industrielle. En fait, il faut voir la propriété intellectuelle comme un gros chapeau qui englobe notamment la propriété industrielle et d'autres droits. La propriété industrielle, en fait, ça va concerner tout ce qui est demande de titre auprès d'un office propriétaire industriel, donc tel que l'INPI pour la France, mais également les offices dans chacun des États où vous voudrez commercialiser vos produits, et aussi l'Office européen ou l'Office international pour des demandes un peu plus larges. La propriété industrielle, en fait, elle vise à protéger des créations qui ont un but de reproduction dans l'industrie. On va protéger tout ce qui est innovation technique par le dépôt d'un brevet, tout ce qui est signes distinctifs, donc c'est-à-dire les signes, donc les noms principalement, qui servent à reconnaître une société et ses produits et services comparés à ceux d'un concurrent sur un marché. Ces noms vont être protégeables à titre de marque. Et enfin, on va protéger aussi l'apparence extérieure d'un produit ou d'un service, donc la forme, en fait, l'esthétisme, par un potentiel dépôt de dessins et modèles. La propriété industrielle, ce sont en fait des droits que vous obtenez si vous faites une démarche, une demande auprès d'un office. C'est ça la condition pour obtenir ce droit. Après, il y a des conditions de validité à respecter, mais en tout cas, il faut faire une démarche volontaire de la part de chacun des créateurs, inventeurs ou exploitants de l'innovation. Parallèlement à la propriété industrielle, vous allez retrouver un autre pan qui est la propriété littéraire et artistique, et généralement, on parle souvent du droit d'auteur. En fait, le droit d'auteur, ça va protéger n'importe quelle œuvre, les œuvres graphiques, les œuvres littéraires, visuelles, audiovisuelles, par exemple, de quelque nature que ce soit. Et là, donc, on va avoir un droit qui va être reconnu à une personne physique et qui va naître sans formalité. Pour autant, on va le voir aussi un peu plus en détail par la suite,
C'est pas parce qu'il n'y a pas de formalité à accomplir qu'il ne faut pas se constituer un dossier de preuve. De preuve de quoi? De la date de naissance de ce droit d'auteur et aussi du fait que vous êtes l'auteur, donc le créateur en fait de l'œuvre sur lequel le droit d'auteur porte, et justement quel est l'objet de ce droit d'auteur. On va avoir également dans la propriété littéraire et artistique la protection des bases de données. Alors, la base de données, pour sa forme, donc son esthétisme, va être protégée par le droit d'auteur. On va considérer que c'est une œuvre un peu graphique. Mais parallèlement à ça, ce qu'on peut oublier en tant que créateur d'une base de données, c'est qu'on y met des investissements, et ces investissements peuvent être récompensés, entre guillemets, par ce qu'on appelle le droit sui generis du producteur de la base de données, qui vise à permettre la sanction d'une reprise totale ou partielle et de manière frauduleuse des données par un tiers, si on arrive à apporter la preuve de cette reprise frauduleuse. La propriété littéraire et artistique, l'ensemble des droits qu'elle regroupe ne nécessite aucun dépôt, mais des précautions à prendre pour prouver la nature de vos droits et leur date de naissance. Ça, c'est les grands pans de la propriété intellectuelle qu'on connaît. Dans une stratégie propriété intellectuelle, il ne faut pas aussi oublier le savoir-faire, donc tout ce qui va être protégé par autre chose qu'un droit de propriété industrielle ou un droit de propriété littéraire et artistique, ou de manière complémentaire. Le savoir-faire, donc on va dire le secret aussi, ça va concerner toutes les informations qui ont une valeur commerciale pour n'importe quelle entreprise. Concrètement, ce sont les informations qu'une société, et notamment un concurrent, voudrait s'approprier pour faire ce que vous faites aussi bien que vous, donc être au même niveau que vous sur le marché. Ce savoir-faire, en fait, il va protéger donc toutes les informations qui ne sont pas divulguées et pour lesquelles une société aura mis en place les moyens nécessaires à leur protection et à leur non-divulgation. Donc là, à nouveau, il n'y a pas de dépôt à faire, il n'y a pas de formalité à accomplir. Pour autant, il y a à nouveau des précautions à prendre, telles que la clause de confidentialité ou des moyens de sécurité des systèmes informatiques ou des chartes de bonne pratique, des choses comme ça. Ça, c'était pour revenir sur la partie propriété intellectuelle. Mais pourquoi il est important de penser à la propriété intellectuelle dans n'importe quel projet, quel que soit votre secteur d'activité, quel que soit l'état d'avancement de votre projet à l'heure d'aujourd'hui? Parce qu'en fait, on va se rendre compte que la propriété intellectuelle, c'est comme une boîte à outils qui va avoir différents enjeux en fonction peut-être du public visé. Quoi qu'il arrive, la propriété intellectuelle sera toujours un outil de communication. Vous allez communiquer sur un nouveau produit, sur un nouveau service via votre marque. Si on vous parle de Blablacar, vous savez tout de suite ce qui se cache derrière. Si je vous parle d'une nouvelle crème cosmétique et que vous voyez sa publicité apparaître à la télé, vous allez peut-être potentiellement avoir la mention marquée « formulation brevetée » qui peut être perçue pour votre client comme quelque chose, comme un outil de confiance et donc une valeur sûre dans l'efficacité, par exemple, de cette crème cosmétique. Ça, quoi qu'il arrive, quel que soit le public concerné, la propriété intellectuelle sera toujours un outil de communication. Après, en fonction donc des personnes que vous allez approcher, peut-être, elle sera perçue différemment. Par exemple, vis-à-vis de la concurrence, la propriété intellectuelle va présenter un moyen un peu d'intimidation. Parce que qui dit propriété intellectuelle dit avoir un monopole d'exploitation, principalement, mais surtout avoir un droit de défendre ce monopole d'exploitation par différentes actions. Donc, on a couplé l'intimidation avec l'enjeu d'action, tel que la contrefaçon. Par rapport toujours à cette concurrence, la propriété intellectuelle sera perçue comme un outil de différenciation et d'exclusion. Exclusion parce que monopole d'exploitation, mais différenciation parce que signe de reconnaissance. La marque, c'est votre premier signe de reconnaissance, par exemple, puisque c'est un signe qui sert à vous distinguer, à vous différencier de produits ou de services de vos concurrents. On va aussi considérer que la propriété intellectuelle face à la concurrence, ça va être un outil de surveillance parce qu'en fait, l'ensemble des bases de données, l'ensemble des droits de propriété industrielle sont accessibles sur des bases de données gratuites, nationales et internationales.
Donc, quand vous allez voir la publication d'une nouvelle marque avec ses produits et services, quand vous allez voir la publication d'un nouveau modèle, donc de l'apparence esthétique d'un nouveau produit ou d'un nouveau service, vous allez tout de suite savoir ce sur quoi travaillent vos concurrents sur un marché donné. Ça, c'est par rapport à la concurrence. Par rapport à vos partenaires potentiels, la propriété intellectuelle va être perçue comme un outil de négociation, peut-être, mais aussi comme un outil générateur de flux financiers. Un outil de négociation, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être petite structure et vous n'avez pas forcément les moyens en interne de tout développer. Donc là, vous allez entrer en contact avec un potentiel partenaire qui va vous aider au développement de votre projet. Mais il se trouve que vous-même, vous avez déjà avancé en fait sur votre projet et donc vous allez lui apporter des connaissances que vous allez négocier, des connaissances pour lesquelles vous avez peut-être déjà déposé un droit de propriété industrielle ou pour lesquelles vous avez du droit d'auteur. Et en fait, donc ces connaissances que vous allez lui mettre à la disposition et sur lesquelles vous allez travailler en commun, il va falloir négocier ensuite la propriété du résultat commun et donc qui va exploiter le résultat commun et comment. Donc vous allez avoir cette phase-là. Un outil générateur de flux financiers, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous avez un droit de propriété intellectuelle, peut-être que vous envisagerez de l'exploiter vous-même directement. Mais peut-être que vous envisagerez aussi ce qu'on appelle une exploitation indirecte, parce que vous n'aurez pas les moyens nécessaires, parce que le territoire géographique concerné sera un peu trop éloigné, ou autre. Et donc là, vous allez solliciter différents, à nouveau, partenaires pour qu'ils exploitent pour vous la technologie, votre marque, pour qu'ils puissent réutiliser le graphisme de votre produit. Et en échange, ils vous verseront une redevance qui peut par exemple être égale au chiffre d'affaires perçu sur les ventes du produit final. En interne, maintenant, la propriété intellectuelle peut être perçue, va d'abord être un outil de reconnaissance. Reconnaissance des savoirs et donc peut-être du savoir-faire d'une société, puisque quand vous avez un droit de propriété intellectuelle, il y a toujours un titulaire qui est associé, mais aussi un outil de reconnaissance des salariés eux-mêmes, puisque à la base, une création, une invention est protégée, sa protection est au bénéfice de son créateur, qui est généralement une personne physique. Également, on va avoir des mécanismes de rémunération des créations des inventions au bénéfice des salariés, des stagiaires, des apprentis. Donc, on va avoir une forme de reconnaissance. Quand vous déposez un brevet, pareillement, vous avez l'obligation de mentionner les inventeurs, c'est-à-dire ceux qui ont participé à la création de l'invention. Et donc là, c'est encore une nouvelle forme de reconnaissance, d'autant plus que ces brevets sont publiés. Ça peut être aussi un outil de créativité, la propriété intellectuelle, parce que vous allez demander à vos équipes de travailler et de s'inspirer, entre guillemets, de l'existant. Et donc, ils vont avoir une malle à outils, une masse d'aspiration à pouvoir travailler sur un nouveau projet. Enfin, la propriété intellectuelle, aux côtés un peu des investisseurs, et côté finance, mais surtout des investisseurs, ça va être perçu comme un outil de confiance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous mettez en place dès le départ une stratégie de propriété intellectuelle, en prenant les précautions nécessaires et ensuite en faisant le nécessaire pour obtenir une protection et en assurant sa gestion au fur et à mesure de votre existence, les investisseurs, quelle que soit leur nature, vont comprendre que votre valeur ajoutée, la valeur ajoutée de chacun de vos produits par rapport à vos concurrents dans un marché donné, elle est bien sécurisée au sein de votre société et personne ne peut se l'approprier. Donc vraiment, la confiance est mieux assurée si vos actifs immatériels sont sécurisés au sein de la société. Ça, voilà, c'est les raisons pour lesquelles il faut développer en fait au sein de n'importe quel projet une culture propriété intellectuelle qui va être toujours en lien avec le modèle économique pensé pour l'entreprise et ensuite le modèle économique pensé projet par projet. Implémenter une culture propriété intellectuelle dans une société, ça signifie aussi impliquer les différents membres, les différents départements d'une société. Vous n'allez pas tous avoir la même perception en fait, de ce qu'est la propriété intellectuelle.
Les deux opposés, par exemple, c'est le service juridique où on est très carré, on sait qu'il y a des conditions pour obtenir la protection et on ne doit pas y déroger. À côté de ça, vous pouvez être dans un laboratoire de recherche avec des chercheurs pour qui la reconnaissance passe pas nécessairement par un dépôt de brevet, mais va plus passer par la publication d'articles. Sauf qu'il va falloir concilier les deux intérêts pour éviter qu'en fait la propriété intellectuelle soit perdue au bénéfice, enfin au détriment en fait de la société. Donc en fait, tous les départements vont être impliqués dans cette culture propriété intellectuelle. La recherche et développement, parce que c'est eux qui travaillent sur votre projet d'innovation, quelle que soit sa nature. Donc, c'est eux qui ont la matière pour vous dire potentiellement qu'est-ce qui peut faire l'objet ou pas d'une protection. C'est le service juridique qui va vous aider à décider de la protection la mieux adaptée qui soit. Le service marketing, le service commercial vont être là pour aider à la communication sur un nouveau produit, sur un nouveau service, mais aussi vont être les relais de cette propriété intellectuelle puisqu'ils vont communiquer à travers la marque, ils vont communiquer avec le fait qu'il y a un brevet qui a été déposé et autres. Les ressources humaines ont aussi leur importance en lien un peu avec le service juridique, puisque en fait, vous allez avoir une partie encadrement des contrats de travail et gestion de la titularité des droits de propriété intellectuelle de chacun des intervenants au sein d'une société, mais aussi parce qu'ils vont vous aider à mettre en place des systèmes de rémunération des droits de propriété intellectuelle portant sur les créations que chacun de vos salariés auront créées. Le top management, lui, il va être là un peu pour gérer tout ça. Il va avoir sa stratégie globale d'entreprise, le modèle économique de l'entreprise. Il va mettre en parallèle la stratégie propriété intellectuelle pour que celle-ci serve les intérêts de l'entreprise. Et il va communiquer en fait avec ses différentes équipes pour que tout le monde en fait sache pourquoi on adopte cette innovation et pas une autre, pourquoi il ne faut pas divulguer avant d'obtenir la protection, pourquoi on décide de se protéger dans tel pays et pas dans tel autre. Donc en fait, cette culture propriété intellectuelle qui présente différents enjeux pour une entreprise fait en fait vivre, nécessite en fait l'intervention de l'ensemble des acteurs de cette entreprise. Cette partie-là, c'était donc pour vous présenter comment mettre en place et l'intérêt de mettre en place cette culture propriété intellectuelle niveau entreprise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la propriété intellectuelle, elle s'insère tout au long de la vie de l'entreprise et tout au long de la vie d'un processus d'innovation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous allez partir de l'idée et commencer à concrétiser cette idée de quelque manière que ce soit, vous allez, par exemple, avoir cette idée de créer un robot anti-pollution au service du bien-être et de l'efficacité énergétique. Ce robot, en fait, il va inclure quoi ? Il va permettre la détection et la mesure de la qualité de l'air parce qu'il va faire un relevé de données en temps réel. Et comment il va faire ce relevé de données en temps réel ? Il va se déplacer dans un espace qu'il aura préanalysé et il aura déterminé un parcours d'efficacité d'analyse de l'air. Donc en fait, ce robot, quand vous allez commencer à le créer, vous allez avoir différentes créations, inventions qui vont naître. Vous allez avoir le cœur de l'innovation dans l'algorithme, dans le logiciel, dans les fonctionnalités techniques, c'est-à-dire son procédé de fonctionnement complet, étape par étape. Vous allez aussi avoir le petit nom que vous allez décider de lui donner pour le commercialiser. Donc là, en l'occurrence, ce robot proposé par la société Partnering Robotics s'appelle Daya-One. Vous allez aussi lui donner une apparence sympa, charmante en fait, qui va peut-être attirer l'œil, qui va peut-être passer inaperçu, quel que soit l'environnement dans lequel ce robot circulera. Et donc là, on va avoir un esthétisme un peu particulier. Comme en fait, il fait une analyse de son environnement, il va relever des données. Et certes, vous avez envisagé ce robot anti-pollution de prime abord justement pour un peu faire de l'analyse de l'air et permettre l'épuration de l'air, mais les données que vous recueillez sur un environnement, quelle que soit sa nature, peuvent aussi présenter un intérêt. Et donc là, vous allez agencer une base de données spécifique qui, selon certaines fonctionnalités, va vous permettre de traiter les données et d'en tirer un résultat. Chacune des créations que vous allez voir naître au fur et à mesure de votre processus d'innovation, en fait, il va falloir vous dire qu'une création va correspondre à un potentiel droit de propriété intellectuelle. En l'occurrence, le cœur de l'innovation, ici,
on va avoir l'algorithme, qui est une méthode mathématique qui va être protégée par le secret. Donc, des précautions à prendre. On va avoir toujours dans le cœur de l'innovation la partie un peu plus poussée logicielle qui peut être protégée par le droit d'auteur au niveau du code source, code objet, en ce qu'il est forme d'expression, un peu à l'image de l'écriture d'un roman. On va protéger aussi les fonctionnalités techniques, donc tout le procédé de fonctionnement qui relève de la détection et de la mesure de la qualité de l'air, le procédé de ronde contextualisée qui permet que le robot se déplace d'une certaine manière et pas d'une autre, le mécanisme permettant l'épuration de l'air. Tout ça peut être protégé parce qu'on est sur un procédé technique par du brevet. On va venir protéger le nom de la société, mais aussi le nom du produit en lui-même par un dépôt de marque, puisqu'on est sur le signe qui permet de distinguer le produit distinct d'un autre produit concurrent. On va protéger aussi cet esthétisme, ce côté charmant du robot, par d'abord le droit d'auteur, puis on va le compléter par un dépôt de dessin et modèle, puisque l'un comme l'autre vise à protéger des œuvres dites graphiques. Le dessin et modèle protégeant une apparence esthétique, qu'elle soit en 2D ou en 3D. Enfin, on peut protéger aussi donc, la base de données par ce fameux droit du producteur sui generis de la base de données, c'est-à-dire sous réserve d'apporter les preuves des investissements financiers, techniques et humains, celui qui aura produit la base de données, qui l'aura agencée, qui la traitera et qui permettra d'obtenir des résultats en fonction des fonctionnalités de la base de données, pourra demain faire sanctionner la reprise totale ou partielle de ces données par un tiers, à condition que cette reprise totale ou partielle ait été faite de manière frauduleuse. Ça, c'est la pratique propriété intellectuelle. Donc, vous avez dans votre processus d'innovation, vous partez de l'idée et vous commencez à concrétiser cette idée par différentes créations, inventions, et vous commencez donc à identifier les droits potentiels qui peuvent vous protéger et donc vous apporter les différents atouts qu'on a vus précédemment. Mes 5 réflexes propriété intellectuelle. Ces 5 réflexes propriété intellectuelle, en fait, il faut vite comprendre que votre processus d'innovation, avec 4 grandes étapes, donc la phase d'idéation, la phase de recherche et développement, quelle que soit la nature du projet, la phase de commercialisation et enfin la phase d'expansion, internationalisation, à chacune des étapes, ces réflexes vont trouver leur importance, quel que soit votre projet. Donc, en fait, une fois que vous avez adopté ces réflexes-là, vous prenez un projet A, vous prenez un projet B, vous prenez un projet C, on est toujours sur la même logique. Vous allez commencer en phase d'idéation à vous dire, OK, mon projet de robot anti-pollution, comment je vais le concrétiser? Quelle fonctionnalité va-t-il avoir? Et pour ça, vous allez pouvoir utiliser la propriété intellectuelle dès cette phase-là, parce qu'en fait, cette propriété intellectuelle est disponible de manière gratuite via des bases de données. L'INPI en dispose, il y en a aussi au niveau européen, au niveau international. Et en fait, ces bases de propriété intellectuelle permettent justement de faire un état des lieux de l'existant et de vous dire, OK, mon robot anti-pollution, aujourd'hui, il fait simplement de la mesure de l'air, mais par contre, il n'est toujours pas dans un système d'épuration de l'air. Donc, je vais peut-être partir sur une innovation d'épuration de l'air, mais je vais me renseigner par précaution de savoir s'il n'existe pas, grâce aux bases de données, des technologies d'épuration de l'air, peut-être pas dans le domaine du robot en lui-même, mais dans un autre domaine. Donc là, on va voir que la propriété intellectuelle, un peu comme on prenait un de ces gens en jeu tout à l'heure par rapport aux concurrents, ça permet d'aussi orienter un processus d'innovation. On a les bases de données, on peut aussi avoir des outils de cartographie des inventions qui permettent en fait de positionner justement sur un secteur d'activité donné et de manière plus précise peut-être sur un produit donné, l'état en fait de la concurrence, l'état aussi de savoir s'il y a beaucoup de sociétés qui se concentrent sur quelque chose ou pas, et donc d'orienter à nouveau son processus d'innovation. Quand vous allez passer de cette phase d'idéation à la phase un peu plus recherche et développement, vous n'allez pas encore avoir de droit de propriété intellectuelle à ce moment-là. Pour autant, il y a des précautions qui vont être à prendre, avec d'une part formaliser, donc poser par écrit vos connaissances qui vont évoluer au fil de l'eau et dater chacune de vos créations. Pourquoi aussi c'est important? Parce que en fait, vous allez poser donc les premiers contours d'une innovation et comme vous ne savez pas quel droit de propriété intellectuelle demain vous allez adopter, eh bien,
si on se dit que vous êtes sur une innovation, enfin une création qui est protégée par le droit d'auteur, vous n'oubliez pas qu'en fait, il n'y a pas de formalité, mais qu'il faut prouver la date de naissance. Sauf que cette date de naissance, il faudra la prouver à un instant précis et pas la prouver quelques mois plus tard. Ça permet aussi, en lien avec la suite, préserver la confidentialité. Quand vous formalisez et datez vos créations, vos connaissances, vous identifiez précisément les informations qui sont essentielles, stratégiques pour votre société, pour votre projet futur. Et donc, comme elles sont précisément identifiées, on sait qu'elles vont être soumises à la confidentialité par la suite. La formalisation, datation des créations, ça passe par exemple par l'enveloppe solo, qui est un produit proposé par l'INPI. C'est un mécanisme en fait de datation numérique. Vous déposez un fichier PDF, un fichier image, peu importe, où apparaît votre nom, société ou personne physique et le contenu, et l'INPI appose une date de manière numérique. En matière logicielle, vous pouvez aussi, pourquoi pas, envisager le recours à l'Agence de protection des programmes qui permet une datation au fil de l'eau, donc un versionnage du logiciel. Autre étape, tant qu'on n'a pas de droit de propriété intellectuelle et qu'on ne sait pas si on pourra avoir un droit de propriété intellectuelle, c'est donc préserver la confidentialité. Cette confidentialité, vous allez la préserver pour aller voir un nouveau partenaire. Vous allez la préserver aussi parce que peut-être que demain, vous vous direz « je ne veux pas déposer un brevet » parce qu'un brevet, ça implique quoi? Ça implique la publication, en fait, donc la communication à tous du fonctionnement de mon robot et je n'en ai pas envie. Certes, vous êtes protégé contre la contrefaçon sur le brevet. Pour autant, vous voulez peut-être vous garder quelque chose d'un peu plus précis. Donc peut-être qu'en adoptant une stratégie de savoir-faire, c'est dès le départ du projet qu'il faut y penser. Donc cette confidentialité présente à nouveau un intérêt. Elle présente aussi un intérêt parce que, en fait, beaucoup de droits de propriété industrielle nécessitent ce qu'on appelle de la nouveauté. C'est-à-dire que si vous avez divulgué trop tôt votre innovation et avant, en fait, d'avoir fait une démarche propriété intellectuelle, vous perdez le droit à avoir une protection par brevet, le droit aussi à avoir une protection à titre de dessin et modèle, par exemple. La confidentialité, elle passe par différents mécanismes. On connaît tous la clause de confidentialité, les accords de confidentialité correctement rédigés. Elle passe aussi par d'autres mécanismes un peu plus internes, type la sécurité des systèmes informatiques. Elle passe aussi par exemple, les chartes de bonne pratique sur l'utilisation des ordinateurs portables, l'utilisation des clés USB et autres. Elle peut passer aussi par une limitation des accès aux informations en fonction du statut de la personne au sein de la société, par exemple entre stagiaires et salariés. Au fur et à mesure que vous allez avoir des créations, vous allez aussi adopter un autre réflexe, c'est vérifier que la titularité future du droit de propriété intellectuelle vous appartient bien. Donc pour ça, en fait, il va falloir vous poser la question de savoir, j'ai une création, par exemple, mon fonctionnement technique de mon robot avec sa détection et sa mesure de la qualité de l'air, quels sont les inventeurs? Et ces inventeurs, quel est leur statut par rapport à ma société, par rapport à moi si je suis porteur de projet? Dites-vous que, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, de prime abord, la personne qui crée, qu'elle soit créateur parce qu'on est sur une œuvre, ou qu'elle soit inventeur, ou qu'elle soit designer, enfin, peu importe sa qualité, c'est une personne physique, et c'est cette personne physique qui est titulaire des droits de propriété intellectuelle. Il y a quelques exceptions, mais le principe est bien celui-là. Les exceptions sont rares. Soit vous avez prévu les cessions de droits de propriété intellectuelle de manière appropriée, parce qu'il y a certaines particularités à avoir, notamment en droit d'auteur, et donc en prévoyant par contrat les cessions de droits de propriété intellectuelle, vous récupérez ensuite le droit d'avoir la protection. Soit vous êtes, par exemple, dans le cas d'une invention, donc mais mon procédé technique qui permet l'analyse et la mesure de la qualité de l'air, par exemple, où j'ai un inventeur qui est sous contrat CDI dans ma société. Et là, on a un mécanisme prévu par les textes qui permet que le droit à déposer un brevet revient à l'employeur. Vigilance pour tout ce qui est notamment aussi quand vous êtes société, mais même en dehors, toute personne qui n'a pas un statut de salarié, les stagiaires, les freelances,
les apprentis et autres. Ce n'est pas parce que vous les payez qu'il y a une cession de droit de propriété intellectuelle. Ça aussi, c'est à retenir. Le fait de payer une facture, le fait de payer un stage ou autre, ne fait pas qu'automatiquement, il y a une cession des droits de propriété intellectuelle au bénéfice de celui qui a payé. Donc vraiment, le contrat va rester la base pour vous assurer cette sécurité-là, que demain, c'est bien vous qui avez le droit d'obtenir le droit de propriété intellectuelle approprié à la création. Ça, c'est voilà, les précautions à prendre, ces 4 premiers réflexes-là, dès le départ du projet. Avant la commercialisation, et réellement avant toute communication publique aussi, ce n'est pas forcément de la commercialisation pure et dure, il va falloir penser à faire les démarches nécessaires pour obtenir ce droit de propriété intellectuelle. Tout à l'heure, je vous ai présenté la propriété littéraire et artistique avec le droit d'auteur et le droit sui generis du producteur de la base de données. Pour ces droits-là, il n'y a pas de démarche à faire. Pour autant, vous avez donc les précautions que je viens de vous citer, la formalisation, la datation, la confidentialité à assurer, puisqu'il faut que vous soyez en mesure de prouver la date de naissance du droit d'auteur et la date de naissance de votre droit sui generis. Et surtout, en fait, sur le droit des producteurs des bases de données, il faut conserver la preuve de l'ensemble des investissements que vous mettez pour constituer cette base de données. Parallèlement à ça, sur la propriété industrielle, il va falloir faire les démarches nécessaires auprès des offices propriété industrielle, donc l'INPI pour la France. Mais en même temps, il va falloir aussi, avant le dépôt des titres, mais même pour pouvoir revendiquer une éventuelle protection par le droit d'auteur, pour la base de données et même par le savoir-faire, vous assurez que vous répondez aux conditions de validité de ces droits. Donc, on ne va pas rentrer ici dans le détail, mais c'est des choses qu'il faut s'assurer au préalable, puisque quand vous déposez les titres, si pour ce qui est titre propriété industrielle, si vous ne répondez pas aux conditions, il y aura un rejet de votre demande et donc vous n'obtiendrez pas la protection souhaitée. Donc ça, vraiment, c'est ces 5 points qui sont assez essentiels, quelle que soit la nature de votre activité, quelle que soit la nature de votre projet. Et c'est quelque chose qu'il faut penser tout au long du processus d'innovation. Parallèlement à ces 5 points essentiels, en fait, vont trouver à s'appliquer en France, nécessairement, puisque ça va être votre premier territoire, mais aussi à l'international. Ce qui va se passer, en fait, c'est que vous allez donc toujours dans votre processus d'innovation entrer en phase de commercialisation. Et en fait, après la commercialisation et les tests peut-être de marché français, vous allez vous dire, maintenant, il est temps que je propose mon produit en Espagne, en Allemagne, en Russie, aux États-Unis, en Chine. Mais la propriété intellectuelle, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est territoriale. Donc, en fait, avant d'aller dans ces états-là, il va falloir penser à adopter aussi une stratégie de propriété intellectuelle dans chacun des états qui va concerner vos zones de marché. Vos zones de marché, ça va être en fait reposer votre projet, votre société dans son contexte concurrentiel, analyser les territoires géographiques de votre filière amont et aval, donc c'est-à-dire analyser où se trouvent vos fournisseurs, vos distributeurs, vos clients finaux principalement, et vous dire, c'est principalement dans ces états-là où je dois faire des démarches de protection, où je dois me renseigner sur les conditions de validité pour obtenir la protection. Ça va être aussi, peut-être, tout dépendra de la stratégie que vous adopterez en propriété industrielle, ça va être aussi une stratégie de blocage des concurrents. Donc là, vous allez vous dire, où est-ce que j'ai des concurrents potentiels? Et je vais aller déposer aussi mes titres de propriété industrielle pour acquérir ce monopole d'exploitation sur ces territoires-là, même si je n'envisage pas demain de commercialiser, mais que ce sera plutôt d'ici 2-3 ans. La propriété industrielle donc se pense avant la commercialisation en France, mais c'est également le cas à l'international. Elle s'anticipe parce qu'en fait, déjà, c'est un budget qui peut être multiplié par 5, 6, 7, 8 et plus en fonction de la nature du droit de propriété intellectuelle. Ça s'anticipe aussi parce qu'en fait, vous avez des conditions de validité donc à respecter. Et par exemple, si je prends le nom d'Ayawan de mon petit robot, en France, je l'ai déposé à titre de marque, je me suis dit, top, j'ai obtenu la protection à titre de marque. Seulement, voilà, quand j'ai fait ma recherche de disponibilité, donc c'est-à-dire que je me suis assurée que le nom d'Ayawan n'était déjà pas pris par un concurrent potentiel, notamment
pour le même marché, je me suis dit, pas de souci dans disponibilité. Sauf qu'il se trouve qu'aujourd'hui, je veux aller aux États-Unis, en Russie, par exemple, avec mon robot je veux aussi appeler Daiyawan là-bas. Et comme je n'ai pas anticipé ma recherche de disponibilité pour ces États-là, je me rends compte au dernier moment que ce nom-là est indisponible dans ces États. Et donc, vous devez revoir à ce moment-là votre stratégie de communication. Est-ce que j'adopte Daiyawan uniquement pour le territoire français et d'autres noms pour l'international, ou alors est-ce que je revois le nom pour l'entièreté de mon marché? Donc, c'est aussi pour ces raisons-là que ça va s'anticiper, cette stratégie à l'international, toujours en adoptant les mêmes réflexes. Parce que également, par exemple, en matière de droit d'auteur, vous allez pouvoir revendiquer... Le droit d'auteur, c'est un droit qui est internationalement reconnu, mais vous allez pouvoir le revendiquer sans formalité de manière internationale également. Toutefois, par exemple, aux États-Unis, il va falloir faire une démarche d'enregistrement de votre droit d'auteur pour pouvoir vous défendre sur ce fondement-là. Donc oui, on va reconnaître votre droit d'auteur, mais on ne vous permettra pas d'agir. Alors qu'en France, on reconnaît le droit d'auteur sous réserve de remplir la condition d'originalité, mais vous n'avez pas d'enregistrement spécifique à faire. Voilà, donc ça, c'est aussi ces réflexes-là à avoir, d'autant plus aussi sur tout ce qui est datation et titularité et donc confidentialité, parce que principalement, vous allez être dans des échanges internationaux, et qui dit échanges internationaux dit aussi que ce n'est pas nécessairement la loi française qui va s'appliquer en cas de problématique liée à la propriété intellectuelle. Alors, voilà, depuis, je vous parle de propriété intellectuelle, je vous dis de déposer des titres, de prendre des précautions. Mais tout ça, en fait, il ne faut pas le faire pour le faire. Il faut le faire et adopter une stratégie derrière qui va être en lien avec votre modèle économique, qui va servir vos intérêts. Donc, ça veut dire que, par exemple, pour les droits de propriété industrielle, donc brevets, marques, dessins et modèles, vous allez réfléchir, vous allez être vigilant au maintien en vigueur. Le brevet, c'est une protection qui est accordée pour 20 ans et vous devez payer annuellement. La marque, c'est une protection qui vous est accordée pour 10 ans, qui est indéfiniment renouvelable. Donc, tous les 10 ans, par contre, il faut penser à payer le renouvellement. Le dessin et modèle, c'est une protection pour 5 ans jusqu'à 25 ans maximum. Vous voyez, il y a des délais à respecter. Donc, ça veut dire qu'il faut se tenir à minima, après il existe des outils, un tableau Excel qui permet la gestion de votre portefeuille de propriété intellectuelle avec les dates clés de renouvellement ou de paiement des annuités pour ce qui est du brevet. Le droit d'auteur, il y a un maintien en vigueur qui se fait assez classiquement puisque en fait, on est sur une protection durant la vie de l'auteur, 70 ans après sa mort. Ça veut dire aussi que quand vous déposez par exemple une marque, il ne faut pas juste la déposer. Pareillement pour un brevet, il faut mettre en place une veille pour pouvoir ensuite vous défendre. Puisque acquérir un droit de propriété intellectuelle, c'est acquérir un monopole d'exploitation qui est surtout un droit d'interdire quiconque de vous copier. Mais pour ça, il faut faire cette veille sur le marché. Donc, c'est un marché au niveau physique, mais aussi au niveau informatique, avec ou pas des outils spécifiques. Et après, il faut réfléchir aux différents moyens d'action possibles. Si je reviens à l'exemple de ma marque, je dépose Daiyawan aujourd'hui, je ne fais pas de veille, je ne serai pas informée demain qu'il y a un Daiyatou, par exemple, qui est déposé pour le même secteur d'activité que moi. Comme je n'en suis pas informée parce que ce n'est pas le rôle des offices, eh bien, je vais me retrouver sur mon marché avec un nom qui va être concurrent. Je vais avoir différentes actions possibles, et notamment l'action en contrefaçon devant le juge. Je peux aussi avoir une autre action possible depuis dernièrement, qui est demander l'annulation de la marque. Mais si j'avais fait une veille, ne serait-ce que sur les bases de données marque, j'aurais pu agir bien plus tôt et à moindre coût en opposition à cette nouvelle demande de marque. C'est aussi ça, en fait, la veille. C'est vous assurer de pouvoir avoir l'ensemble des moyens de recours qui sont possibles pour chaque droit des propriétés intellectuelles dont vous disposez. Le choix de valoriser ou de renouveler à abandonner va dépendre aussi du modèle économique que vous adoptez pour votre entreprise d'une manière générale, mais aussi projet par projet. On n'a peut-être pas tous, dans une société, chaque projet n'a peut-être pas le même modèle économique. Et par exemple, vous allez peut-être déposer un brevet, mais vous dire, OK, ce brevet, on l'a déposé parce qu'on savait qu'il y a une innovation protégeable, on sait qu'à un instant T, on l'utilisera. Pour autant,
Pour le moment, on n'en a pas envie et donc on va décider plutôt de consentir une licence, donc de permettre l'utilisation moyennant une redevance à un tiers. Et donc là, on va le valoriser de manière indirecte. Le renouvellement ou l'abandon en fait, des droits de propriété industrielle dépend également de l'utilisation que vous faites. Elle peut dépendre aussi des coûts que ça engendre la propriété industrielle face à ce que ça vous rapporte. Donc, on va faire une balance des intérêts. Donc, tout ça, en fait, voilà, c'est la gestion de votre portefeuille propriété intellectuelle en pratique qui fait partie aussi des réflexes à adopter par la suite. J'en ai fini sur ces 5 réflexes propriété intellectuelle. Comme je ne vois pas, je ne sais pas trop s'il y a eu des questions entre-temps. Donc, je vous propose de poursuivre en fait avec plus précisément l'accompagnement de l'INPI. L'accompagnement de l'INPI, donc c'est un accompagnement qui est sur la durée, sur mesure, avec un interlocuteur unique. Un interlocuteur unique, en fait, parce que l'INPI a son siège principal à Courbevoie, mais il se trouve qu'en fait, nous avons des délégations régionales, à l'exemple d'ici, avec la délégation qui se trouve à Orléans, mais qui couvre l'ensemble du territoire, l'ensemble de la région Centre-Val de Loire. Donc, en fait, vous avez 68 chargés d'affaires qui sont à disposition des entrepreneurs et des dirigeants pour les accompagner dans leur stratégie de propriété intellectuelle en France, en Europe, mais aussi à l'international. En fait, à l'international, on a effectivement 10 délégués internationaux qui sont là pour vous aider à mettre en place la stratégie propriété intellectuelle en fonction de vos marchés. Donc, ils vont vous apporter des précisions sur la législation d'un État spécifique, mais aussi peut-être vous mettre en relation avec des avocats, enfin des professionnels de la matière dans leur État. Le programme Startup. Donc là, on va entrer dans le vif du sujet de l'accompagnement de l'INPI. L'INPI a mis en place en fait différents services gratuits pour les entrepreneurs et dirigeants, dont le programme Startup. Le programme Startup vise en fait à accompagner donc, les startups, qu'elles soient à l'état, même si elles peuvent ne pas être matriculées, mais accompagner les startups reconnues en tant que telles sur la durée, donc une durée minimum de 2 ans, avec des points de rendez-vous à peu près tous les 5 mois, avec un interlocuteur unique, donc un chargé d'affaires. Et à chaque rendez-vous, le but, en fait, c'est de faire un tour à 360 du projet et des pratiques propriété intellectuelle de la start-up. Et même si, à la fin de cette discussion, de ce tour à 360, on a 10 recommandations, le dirigeant de la start-up repartira avec un plan d'action et ses 5 principales actions prioritaires. Les autres actions seront secondaires, devront être accomplies, mais en tout cas, le dirigeant de la start-up a une feuille de route pour pour maximum 5 mois, parce qu'après, on est sur des délais, on a posé des jalons à 5 mois, mais le but, c'est vraiment de vous aider à monter votre stratégie propriété intellectuelle au fur et à mesure que votre projet avance. Donc, on y va palier par palier. Et pour finir cet accompagnement, en fait, en utilisant l'outil qu'on a développé en interne, Empreinte Pays, qui permet justement d'identifier, de voir un peu votre stratégie propriété intellectuelle par rapport à votre modèle économique. Ça, c'est le programme Startup. Voilà. Donc ça, c'est un exemple des plans d'action. Donc, on va être, par exemple, sur, justement, formaliser le savoir-faire, être vigilant à la rédaction des contrats, effectuer le dépôt de marque, se pencher sur la brevetabilité de l'innovation numérique et autres. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir des recommandations à chaque fin de rendez-vous, d'avoir un interlocuteur unique qui sera là aussi pour répondre à toutes vos questions entre deux. On a aussi le Passe-Pays qui est une aide financière, donc un soutien financier, un coup de pouce financier pour vous aider à faire vos premières démarches propriété industrielle. On a déterminé en fait 15 prestations qui sont celles généralement abordées par les sociétés immatriculées. Et donc, elles vont vous permettre de faire une démarche, par exemple, de recherche de brevetabilité liée à une liberté d'exploitation, de la rédaction des contrats liés à la propriété intellectuelle, d'adopter une stratégie de protection de votre marque française à l'international. Tout ça sur mesure, avec l'aide d'un avocat ou d'un conseil en propriété industrielle. Le but, c'est ça, c'est de vous donner un coup de pouce financier pour aller voir en fait
un professionnel de la matière, parce que vous aurez discuté avec nous, avec votre chargé d'affaires référent. Vous vous serez dit, OK, là, on a un besoin identifié, il faut qu'on passe à l'action, on ne peut pas le faire seul. Donc, l'INPI vient vous donner ce coup de pouce financier selon une enveloppe budgétaire. On peut le voir ici. Donc, en fait, vous avez une enveloppe budgétaire de 10 000 € qui est financée à 50% par l'INPI. Donc, le but, c'est de financer 50% d'un devis d'un professionnel de la matière dans une certaine limite d'un montant. Ce n'est pas une aide, par contre, qui est automatique, ce qui est soumise à un dossier, mais en tout cas, elle ressort d'un besoin qui a été déterminé avec le chargé d'affaires qui vous suit. La masterclass, qui est notre troisième prestation d'accompagnement, qui là se veut comme une formation-action. On en a une qui se déroule actuellement à Orléans, qui a débuté en février dernier. Le but de cette masterclass, c'est de faire monter en compétence la société, et je dis la société parce qu'en fait, il va y avoir des journées de formation collective, enfin 3 journées de formation collective plus 4 coachings par société. Et le but, en fait, de ces coachings, c'est d'avoir une montée en compétence à la fois peut-être du dirigeant, du directeur technique, mais aussi d'autres salariés de l'entreprise qui seraient intéressés par le sujet propriété intellectuelle. Là, c'est de vraiment aussi, dans l'idée de cette masterclass, c'est de vous aider à construire et à réfléchir projet par projet, parce qu'en fait, on va avoir une phase diagnostique où on va étudier un projet et de pouvoir dupliquer cette phase diagnostique dans vos autres projets. Donc, réfléchir projet par projet à votre modèle économique et de mettre en lien votre stratégie propriété intellectuelle pour que cette propriété intellectuelle serve bien les enjeux et qu'au final, votre projet vous soit rentable. Voilà, hop. D'autres éléments aussi qui sont mis à disposition par l'INPI. Donc, en fait, voilà, vous pouvez retrouver l'ensemble de notre accompagnement sur notre site internet. On anime également des webinaires disponibles en replay, alors actuellement sur la plateforme Webikeo, où il y a une chaîne dédiée à l'INPI. C'est une chaîne où il suffit de s'inscrire gratuitement et donc vous avez accès ensuite aux webinaires. On est également organisme de formation et après, on peut retrouver différentes informations sur le site de l'INPI. Voilà. Merci beaucoup, Pénélope. Ça me rassure.